Donc, Dorian, tu es un ancien doctorant de l'Institut Langevin. Tu as réalisé ta thèse sous la direction de Valentina Krachmanikov et Yannick Deville sur le transfert d'énergie entre émetteurs fluorescents dans un milieu, dans un environnement plasmonique. Et tu es également intéressé aux techniques de microscopie à super résolution. Et puis, en 2018, Dorian est parti en postdoc à l'Université d'Utrecht, notamment justement avec Alar Mosk, où il a commencé à traiter du problème de l'imagerie à travers les milieux diffusants, en introduisant des concepts qui venaient de la théorie de l'information, mais pour appliquer à l'imagerie optique à travers les milieux complexes. Et enfin, depuis 2020, tu es postdoc au laboratoire l'IFI à Grenoble avec Emmanuel Bossy, où tu travailles toujours sur ces concepts de techniques de contrôle du front-monde à l'aide d'une approche matricielle pour connaître les fronts-mondes à émettre pour interroger un milieu, la présence d'une cible derrière un milieu diffusant. Et donc aujourd'hui, tu vas nous introduire l'article pionnier de Velcoup et Mosk, et je te remercie d'avoir préparé cette présentation pour nous. C'est à toi. Merci pour cette introduction et bonjour à toutes et à tous. Donc, comme annoncé, je vais vous présenter aujourd'hui un article majeur dans le domaine des ondes en milieu complexe, Focusing Coherent Light through Opaque Strongly Scattering Media. Donc, les auteurs ont déjà été présentés, donc je vais passer un peu plus rapidement ici. Donc, les deux sont hollandais. Et donc, l'article, voilà, il date de 2007 et il traite de focaliser la lumière cohérente à travers des milieux fortement diffusants. Et donc, la première question à laquelle on va s'intéresser, c'est qu'est-ce qu'un milieu fortement diffusant? Alors voilà, il faut savoir qu'il y a différents régimes de perturbation de la lumière. Il y a déjà un régime dit de faible perturbation, où en fait, il y a des variations de l'indice de réfraction qui va venir perturber la phase de l'onde transmise et générer des aberrations de phase. Et on a un régime dit de diffusion de la lumière, qui est assez bien représenté sur cette photo de la tour Eiffel. On voit qu'en bas de la tour Eiffel, on arrive à voir très clairement les détails. À mi-hauteur, on voit qu'on commence à moins percevoir les détails. En fait, on a un régime de diffusion simple, c'est-à-dire qu'en moyenne, la lumière est diffusée une fois par les gouttelettes d'eau, le brouillard. Et tout en haut de la tour Eiffel, eh bien, on est en régime de diffusion multiple. Ici, la lumière est diffusée de nombreuses fois, et donc on n'arrive plus du tout à reconstruire une image. Voilà, et ça pose un problème important pour différentes applications en imagerie, alors notamment en astronomie, parce qu'on a des perturbations, des turbulences atmosphériques qui viennent perturber le trajet de la lumière, et notamment sa phase, et qui viennent déformer les images qu'on pourrait obtenir des astres. Et également en imagerie biomédicale, parce que les tissus biologiques, donc ici la main, eh bien, ils peuvent laisser passer de la lumière, ils ne sont pas forcément très absorbants, ils diffusent beaucoup de la lumière, mais par contre, on n'arrive pas à retrouver les trajets, parce que la notion de direction de la lumière est est devenue aléatoire lors de la propagation dans les tissus. Voilà, donc maintenant, je vais vous présenter d'une part l'optique adaptative, qui historiquement a permis de traiter, de corriger ces faibles aberrations de phase. Donc, cette optique adaptative, c'est une correction qui est absolument nécessaire en astronomie. Et donc, pour vous en convaincre, je vais vous... excusez-moi, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Mais non, mais c'est quand même parce que, non, franchement. Ouais. Donc, c'est une correction qui est absolument nécessaire en astronomie. Et donc, notamment à gauche, en fait, ici, c'est une image d'une étoile double. Et on voit une seule tache. Et pourtant, la résolution du télescope permettrait de résoudre cette étoile double. Donc, on voit ici qu'on a un problème qui est ici lié aux turbulences atmosphériques. Et à droite, on a une image de Neptune obtenue au Very Large Telescope. Et on aimerait en savoir plus sur cette image. Est-ce qu'on peut avoir plus de résolution, notamment? Voilà. Et donc, le principe de l'optique adaptative, il est finalement assez simple. Donc, on a notre astre inconnu ici, qui émet une lumière qui est perturbée par des turbulences. L'onde est donc perturbée en phase, et en fait, on va venir compenser ces différences de phase grâce à un miroir déformable qui va venir réfléchir l'onde en la corrigeant, et enfin venir la détecter par une caméra. Donc ici, l'outil principal de ce dispositif, c'est bien le miroir déformable. Donc ici, on a le devant du miroir, et ici, on a le derrière. Ça, c'est les miroirs du Very Large Telescope, donc ce sont des miroirs gigantesques. Et on voit en fait les très nombreux actionneurs qui permettent de venir modifier localement la courbure du miroir, et donc de venir corriger la phase. Après, la question, c'est comment on vient calculer cette correction.
Mais en pratique, ce qu'on utilise, c'est une étoile guide qu'on suppose ponctuelle et qu'on connaît à côté de l'astre inconnu. Et donc, cette étoile guide, eh bien, dans le plan de Fourier, elle devrait donner une onde plane, vu qu'elle est ponctuelle. Et chaque déviation de cette onde plane, eh bien, elle va nous permettre de faire une rétroaction et de venir corriger la phase, afin de bien observer une étoile ponctuelle ici, et en même temps de corriger toutes les aberrations sur l'astre inconnu. Voilà, donc en pratique, il y a différents types d'étoiles guides. Donc il y a des étoiles guides naturelles, donc, notamment si on peut utiliser une étoile du ciel pour venir corriger les aberrations, ici gamma 1 d'Andromède, ou des étoiles guides artificielles. Donc là, ici au VLT, ils shootent avec des lasers à haute puissance pour venir créer eux-mêmes leur propre étoile guide artificielle. Alors pourquoi ils font ça et qu'ils ne prennent pas juste des étoiles qui existent déjà? Eh bien, en fait, l'étoile guide, elle doit avoir les mêmes perturbations que l'astre inconnu. Donc, elle doit être suffisamment proche. Et ça, c'est une notion qui est assez importante en optique adaptative, c'est la notion d'isoplanétisme. Il faut que les perturbations soient les mêmes. Et dans ce cas-là, la correction obtenue va permettre de corriger tout le plan d'un seul coup. Voilà, donc les résultats, donc ça, c'est ceux qui avaient été obtenus en 1990 à l'Observatoire de Haute-Provence. Donc ici, on voit qu'en utilisant l'optique adaptative, on arrive bien à retrouver notre étoile double. Et voici les images de Neptune prises par le VLT en 2018. Et donc ici, on a une image qui est beaucoup plus belle, avec nettement plus de détails. Voilà, donc là, pour résumer les conditions de l'optique adaptative, donc ça permet de corriger des champs qui sont faiblement perturbés en phase, qui utilisent des conditions d'isoplanétisme, et c'est possible de corriger tous les modes. Typiquement, il y a moins de 100 modes, et donc ça correspond au nombre de coefficients indépendants qu'il est nécessaire de corriger pour avoir une image belle. Voilà, maintenant je vais passer dans le régime de la diffusion et de la diffusion multiple. Et donc ça, c'est vraiment un problème, et notamment en imagerie biomédicale. Donc pour vous en faire rendre compte, je vais décrire ce schéma qui représente la propagation d'un faisceau dans des tissus, potentiellement des milieux biologiques. Donc au départ, la lumière n'est pas ou très faiblement diffusée, donc on est dans le régime balistique. Et au fur et à mesure, la lumière devient de plus en plus diffusée. Alors si le milieu propage préférentiellement vers l'avant, la direction est quand même en partie conservée, mais au bout d'un certain point, la lumière est tellement diffusée que la direction est totalement perdue. Et donc ça, c'est caractérisé par différentes longueurs caractéristiques. LS, qui est le libre parcours moyen de diffusion, et qui correspond à la distance moyenne entre deux événements de diffusion, et L étoile, qui est le libre parcours moyen de transport, et qui correspond à la distance moyenne, au-delà duquel la notion de direction d'onde incidente est perdue. Et voilà, dans nos tissus biologiques, typiquement, le libre parcours moyen de diffusion est de 0,1 mm, et le libre parcours moyen de transport est de 1 mm. Donc au-delà de 1 mm, ça devient très difficile de faire de l'imagerie optique dans les tissus biologiques. Voilà, donc comment on peut essayer de modéliser cette diffusion? Eh bien, on peut faire ça intuitivement à l'aide de séquences de diffusion. Donc si on envoie de la lumière à cet endroit dans le plan input, dans le plan d'entrée, on a une séquence de diffusion très compliquée qui donne à ce point-là un certain champ de sortie. Et si on vient décaler un tout petit peu notre champ en entrée, on voit que la séquence de diffusion est complètement différente. Donc ici, on n'a plus du tout de notion d'isoplanétisme. Et ce champ-là vient interférer avec la séquence de diffusion qui vient ici. Et donc, on a un très grand nombre de séquences de diffusion qui vient en sortie générer ce qu'on appelle des figures de speckle, qui sont des figures d'interférence. Et grosso modo, quand ces deux champs-là ils interfèrent constructivement, eh ben, on obtient un point brillant. Et quand ces champs-là interfèrent destructivement, on a des points sombres. Donc ces figures de speckle, elles sont très étudiées, notamment via des approches statistiques. Et le plus simple, c'est de les décrire par des lois gaussiennes circulaires, donc le champ qui suit une loi gaussienne circulaire complexe. Et ça, c'est équivalent à dire que la phase est uniformément répartie entre 0 et 2π, et que l'intensité suit une loi de Rayleigh. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que le champ il est très fortement perturbé, à la fois en amplitude et en phase, et sur des échelles qui sont très courtes. La taille typique du grain de speckle, c'est lambda sur 2. Donc c'est vraiment très fin. Et ça a une conséquence assez forte, c'est que le nombre de modes existants en optique, il est extrêmement important. Donc le nombre de degrés de liberté
du problème, il est vraiment très fort. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, si on prend une aire de 1 mm² à une longueur d'onde de 532 nanomètres, mais on peut utiliser cette formule pour calculer le nombre de modes, et on arrive sur 22 millions de modes. Donc, voilà, on voit d'entrée que ça va être très compliqué de tous les compenser, de tous les contrôler. Voilà, cela dit, on peut quand même compter sur le fait que la diffusion, c'est fondamentalement une transformation qui est linéaire en champ. Donc pour ça, ce qu'on peut voir, c'est si on envoie de la lumière cohérente à un endroit sur un milieu diffusant, on a un speckle en sortie, et si on déplace ce champ incident, on a un autre speckle en sortie, et ainsi de suite. Et si on envoie les trois en même temps, eh bien, ce qu'on obtient, c'est simplement la superposition linéaire de ces trois speckles en champ. Et donc ça se décrit bien par une matrice de transmission, c'est-à-dire que le champ, à n'importe quel point de sortie, il s'exprime comme la somme des champs d'entrée pondérés par des coefficients complexes qui sont ceux de la matrice de transmission et qui décrivent tout le problème entre la phase d'entrée et la phase de sortie. Donc voilà, quand on regarde cette formule, on peut se poser la question, est-ce qu'il serait possible de contrôler le champ de sortie en façonnant le champ d'entrée, ici, en amplitude et en phase? Alors pour cela, les miroirs déformables utilisés en optique adaptative, ils ne sont pas adaptés parce qu'ils permettent seulement de corriger des variations de phase assez lentes. Mais on a d'autres outils à disposition, alors notamment les modulateurs spatiaux de lumière et les matrices de micro-miroirs, qui toutes les deux sont composées de millions de pixels et qui permettent de modifier l'amplitude et la phase du champ. Alors pour les modulateurs spatiaux de lumière, grâce à des cristaux liquides, on peut venir appliquer des différences de phase. Et les matrices de micro-miroirs, ils permettent typiquement des modulations binaires en envoyant ou non la lumière dans le chemin optique d'intérêt. Voilà, donc il faut savoir que malgré une modulation binaire, par exemple avec un DMD, on peut retrouver une modulation en amplitude et en phase au prix de devoir diminuer le nombre de modes qu'on contrôle. Donc voilà, les conditions qu'on a en contrôle de front d'onde, et bien maintenant le champ est fortement perturbé à la fois en amplitude et en phase. Donc on a les figures de speckle que j'ai présentées plus tôt. On utilise des matrices de transmission pour décrire le problème et on n'a plus de conditions d'isoplanétisme. Et on voit que seule une fraction des modes perturbés pourra être contrôlée. Parce que je vous ai expliqué qu'il y avait de très très nombreux modes et qu'on peut en contrôler typiquement ici moins de 10 000 avec ces modulateurs spatiaux de lumière ou ces matrices de micro-miroirs. Voilà. Maintenant que j'ai introduit la diffusion multiple, je vais vous présenter l'article de Alarmosk et de Ivo Velekop. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu d'envoyer une onde plane et d'observer un speckle, ils sont venus façonner la phase du champ incident afin de chercher à focaliser à travers un milieu diffusant. Donc, pour le façonnage, ils ont utilisé un modulateur spatial de lumière qui ne façonne pas l'amplitude, mais seulement la phase de l'onde. Et comme milieu diffusant, alors pour simplifier, ils ont commencé par quelque chose de statique. Et le modèle le plus simple, c'est la couche de peinture. Ici, c'est une couche de TiO2 qui est fortement diffusant et peu absorbant, ce qui permet de collecter toujours de la lumière de l'autre côté. Et quand on observe les figures expérimentalement observées, donc on voit un speckle sur la figure de haut, car on a envoyé une onde plane. Donc ce speckle a une apparence un peu particulière parce qu'on le regarde en échelle logarithmique ici. Et quand on vient focaliser la lumière à travers le milieu diffusant, on voit ici un point très brillant qui est de 3 ordres de grandeur plus grand que le fond diffus. Donc c'est un phénomène vraiment très fort qui a été démontré, malgré le fait qu'il contrôlait finalement assez peu de modes par rapport au nombre total de modes qui sont supportés par le système. Alors comment ils ont réussi à faire cette optimisation? Avant optimisation, alors le champ de sortie, il peut être vu grâce à la matrice de transmission, comme une somme de coefficients de matrice de diffusion fois un terme de phase qu'il est possible de contrôler avec le modulateur spatial de lumière en entrée. Et donc en sortie, ce qu'on a, c'est une somme de phaseurs, et la résultante en orange ici, elle est constituée d'une somme de phaseurs aléatoires. Pour l'optimisation, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le premier phaseur, ils lui ont ajouté le deuxième phaseur, et qu'ils l'ont fait tourner en phase pour venir l'aligner avec le premier. Et on voit tout de suite que la résultante ici a une amplitude qui est bien plus grande. Et ils ont fait ça pour tous les modes incidents qu'ils contrôlaient, ce qui leur permet, après optimisation, d'avoir un champ en entrée qui a une amplitude beaucoup plus grande. Parce qu'ici, on voit que toutes les phases aléatoires ici ont été compensées
pour venir être alignés selon l'axe du premier phaseur. Donc voilà, avec ce formalisme-là, on peut même calculer le facteur d'augmentation de l'intensité qu'ils ont observé dans leur expérience. Avant optimisation, ils ont une intensité moyenne qui se calcule à partir du champ moyen, qui est exprimé avec les statistiques de Rayleigh pour les amplitudes des coefficients de la matrice de diffusion et une phase uniforme. Et après optimisation, il s'agit du champ optimisé qui, lui, a toutes ces phases alignées. On peut calculer le ratio avant optimisation, simplement en faisant le ratio de ces deux grandeurs, et on obtient cette formule qui fait intervenir à la fois le carré de la moyenne des coefficients et leur variance. Et enfin, on peut utiliser une propriété de la distribution de Rayleigh qui dit que le carré de la statistique de la moyenne divisé par la variance est égal à pi sur 4. Et donc, on obtient notre résultat final qui dit essentiellement que le facteur d'augmentation il dépend linéairement en fonction du nombre de modes contrôlés. Et donc ça, ils l'ont observé dans l'expérience. Dans l'expérience, le facteur d'augmentation théorique que je viens d'écrire, il s'agit de la ligne noire, et tous les points expérimentaux, ils suivent assez bien cette tendance. Ils la suivent d'autant mieux si, dans le modèle théorique, on prend en plus en compte les défauts de modulation du dispositif de contrôle de front d'onde et les instabilités du dispositif expérimental. Et donc voilà, ici, on voit que même l'intensité, elle reste fortement augmentée, même si une seule fraction des modes en entrée est contrôlée. Parce qu'il y a beaucoup plus de modes supportés par le système, et seulement une faible fraction est contrôlée, d'autant plus si, quand il ne contrôlait que 10 modes. Mais par rapport au fond diffus, l'intensité est tout de même augmentée d'un facteur 10, s'il contrôle 10 modes. Voilà, une autre question qui se pose maintenant, c'est quelle est la largeur de la tâche focale obtenue après optimisation? Donc, dans le cas d'une propagation en espace libre, la largeur de la tâche focale, elle est décrite par l'ouverture numérique du système, qui se calcule grâce à l'ouverture de la lentille et de la distance focale de la lentille. Voilà, maintenant, après optimisation, quand on focalise à travers un milieu diffusant, ce qui va compter, c'est plus l'ouverture de la lentille, mais ça va être l'ouverture numérique du milieu diffusant. Maintenant, on a une ouverture équivalente à ce niveau-là, et on a une nouvelle distance focale qui correspond à la distance entre la fin du milieu diffusant et la caméra. Et en prenant en compte cette ouverture numérique, on voit qu'expérimentalement, on prédit bien qu'on retrouve une tâche focale qui est beaucoup plus fine que celle sans milieu diffusant. Donc là, le message, c'est simplement de dire que c'est l'ouverture numérique qui est liée au milieu diffusant qui compte pour ce genre d'expérience, et qu'en fait, la largeur de la tâche focale obtenue après optimisation, c'est en fait la largeur du grain de speckle observé dans le plan de la caméra. Voilà, donc ces expériences de focalisation, elles ont été reproduites à travers de nombreux types de milieux diffusants différents, des bancs, des coquilles d'œufs, des pétales de marguerite, et également des tissus biologiques, qui, eux, sont quand même plus compliqués que simplement les couches de peinture utilisées, parce qu'ils sont dynamiques. Et ils ont un temps de décorrélation qui est assez rapide et qui peut être de l'ordre de la milliseconde. Donc il faut aller plus vite que ça pour faire une focalisation efficace. Mais les outils de contrôle de front d'onde, et notamment les DMD, les matrices de micro-miroirs, elles peuvent permettre de fonctionner à plusieurs dizaines de kilohertz, et donc de permettre une focalisation à travers des tissus biologiques. Voilà, donc en résumé, j'ai introduit des concepts d'optique adaptative, puis je vous ai parlé de la diffusion multiple et des figures de speckle, et enfin, je vais vous présenter l'article qui présentait comment façonner des fronts d'onde en entrée afin de venir focaliser de la lumière cohérente à travers un milieu diffusant. Donc voilà, pour aller plus loin, ici, je vous ai rapidement fait une sélection d'articles de review qui sont excellents sur le sujet. Et il y a également les deux présentations qui vont suivre de Sylvain Gigant et de Geoffroy Lerosé sur les retombées académiques et industrielles de ces idées. Voilà, je vous remercie pour votre attention.